Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, ça va? Ouais, ça va. Alors, tac, voilà. Donc, merci pour cette présentation et merci d'être si nombreux pour assister à cette présentation sur la fameuse maison de la harpiste qui tient son nom d'une femme jouant de la harpe trouvée sur l'un des décors peints de cette maison et vous la voyez ici. Donc, pour comprendre donc, ce site, évidemment, je vais vous présenter le contexte. Donc, cette maison dite de l'harpiste a été trouvée à Arles, et Arles, à l'époque romaine, est réputée, et mentionnée d'ailleurs dans les textes, notamment ce texte d'Ozone, comme une ville riche, une ville opulente, une ville qui se développait sur les deux rives du Rhône au IVe siècle, mais également les siècles qui précédaient, et une ville qui doit sa richesse à son positionnement stratégique en bordure du Rhône, qui est un axe de commercial majeur, et forcément, économiquement, il y a un intérêt à s'installer sur ce lieu, d'autant plus qu'il s'agit du premier point de rupture de charge pour les marchandises, c'est-à-dire que les bateaux maritimes faisaient halte ici pour ensuite transborder les marchandises sur les bateaux fluviaux qui remontaient donc vers les terres. Donc forcément, c'est un des vecteurs de la richesse de cette ville. Donc la question qui se pose à travers les fouilles qui ont été menées en rive droite, c'est la question de la ville et de son origine. Sur cette rive-là, on sait que cette ville était double à l'époque romaine, au IVe, au IIIe, au IIe et au 1er siècle. La question, c'était l'origine de l'occupation de la rive droite. Jusqu'à présent, on estimait que c'était plutôt après la création de la colonie romaine, et les fouilles menées sur le site de la Verrie permettent de re-questionner la chose. Donc pour mieux comprendre, je vais contextualiser et vous dresser très rapidement l'historique de la ville d'Arles pour comprendre le contexte de cette découverte. Donc la ville d'Arles, son origine, certes on a une ville romaine, mais elle a une origine plus ancienne. On aborde une agglomération proto-historique qui d'ailleurs s'est installée. Pourquoi elle s'est installée ici? Parce que stratégiquement, comme je vous le disais, il y a le Rhône, mais aussi stratégiquement c'est intéressant puisqu'il s'agit du premier promontoire rocheux que l'on a quand on vient de Méditerranée. C'est le premier promontoire rocheux qui apparaît lorsqu'on vient de la mer. Donc cette ville proto-historique a une existence dès le 6e siècle avant notre ère, et puis bien évidemment, comme vous le savez, puisque vous avez assisté à plusieurs communications, elle est intégrée dans la province de Gaule transalpine, et elle est ensuite, cette ville, transformée en colonie de droit romain en 46 ou 45 avant notre ère. Elle prend son statut de colonie, mais elle connaît vraiment un remaniement de son urbanisme au cours de l'époque augustéenne, c'est-à-dire à partir des années 30 avant notre ère, où la ville change de physionomie avec l'adoption d'un nouveau plan d'urbanisme, avec notamment la création du théâtre antique qui a comme figure principale Auguste lui-même qui est représenté de pied, et également l'aménagement du forum avec son cryptoportique et tout le réseau viaire. Nous, dans ce cadre-là, où s'insère notre maison dite de la harpiste? Elle s'insère dans cette période dite tardo-républicaine que vous connaissez bien, et particulièrement dans cette phase de transition qui est donc la phase entre la création de la province de Gaule transalpine et la création de la colonie romaine. Pour mieux comprendre du coup cette maison et son contexte d'appréciation, je vais encore faire un petit zoom sur la période proto-historique et j'y reviens. Donc du coup, concernant les origines de la ville, on sait que dès le début du 6e siècle, il y a une occupation de type indigène. Malgré tout, ces observations concernant cette occupation précoce, qui est uniquement en rive gauche, n'a été observée que sur un site. Par contre, pour la période plus récente, à partir de 540 avant notre ère, on a la preuve d'une installation d'un comptoir commercial marseillais. Et vous voyez, à travers tous ces petits points rouges, témoignent en effet de cette occupation plutôt de type grec et également indigène, mais un comptoir plutôt commercial marseillais. Et cette occupation est particulièrement connue grâce aux fouilles qui ont été réalisées par Patrice Arcelin. Fouilles qu'il a réalisées sur le site qu'on appelle le Jardin d'hiver, qui a livré des traces d'occupation du 5e siècle avant notre ère jusqu'à 175 avant notre ère.
Et grâce aux fouilles réalisées également sous le forum, sous les cryptoportiques, où il a pu donc également identifier des niveaux archéologiques donc proto-historiques des années 540 jusqu'à nos jours. Donc ce sont ces deux sites majeurs qui permettent d'avoir la meilleure vision de ce qu'était la ville d'Arles à l'époque proto-historique. Et à ces périodes-là, on a des témoignages uniquement en rive gauche. Donc ces sites-là ont permis notamment d'identifier que cette influence grecque a diminué à partir du IVe siècle avant notre ère, et qu'Arélate devient une agglomération plutôt à dominante indigène. Et c'est peut-être au cours de cette période-là que la ville prend le nom d'Arélate, qui signifie l'habitat qui est près des marais ou près des eaux. Et petit à petit, l'influence italique se perçoit à travers les fouilles qui ont été faites par Patrice Arcelin, notamment par l'étude du mobilier céramique qu'il a pu réaliser. Il a pu voir le développement du commerce italique à partir du IIIe siècle avant notre ère, et forcément cette influence italique va aller crescendo jusqu'à bien sûr l'intégration dans la province romaine de Gaule transalpine. Mais la problématique que l'on a, c'est que pour cette période dite tardo-républicaine, on a très peu de témoignages archéologiques. Vous voyez ici la carte des niveaux antérieurs au IIe siècle avant notre ère, où il y a beaucoup de points. Ici, la carte de la période tardo-républicaine sur Arles, on a très peu de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire que ces niveaux archéologiques ont été rarement atteints. Parce que bien sûr, on a une occupation qui est contemporaine et voilà. Donc, par contre, on sait forcément que la ville était foisonnante et existante au moins en rive gauche, d'autant plus qu'elle est intégrée en effet dans la province, que c'est aussi au cours de cette période que juste à côté on a le creusement du canal de Marius, et aussi on le sait par un témoignage de César lui-même que la ville du coup a un contact privilégié avec l'Italie et avec César lui-même, puisque César va même jusqu'à demander à Arles de lui fournir dans un temps record 12 navires qui va lui permettre, dans le cadre d'un conflit qu'il avait avec Pompée, de remporter une bataille sur Marseille. Donc, ce qui montre que Arles, à l'époque, avait un grand dynamisme au niveau de la batellerie, à tel point que donc, César fait appel à Arles pour construire ses bateaux en un délai record de 30 jours. Et bien sûr, historiquement, on sait qu'il y a cette création de colonies en 46 avant notre ère. Archéologiquement, oui, alors archéologiquement, comme je vous le disais, on a peu de témoignages. Et on constate malgré tout qu'il y a une rétractation de l'habitat, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du site des cryptoportiques. À cette période-là, en fait, il n'y a pas d'occupation sur ce site-là, parce qu'au préalable, il y a eu une inondation, et cette inondation fait que le terrain n'a pas été réoccupé entre 175 avant notre ère, et l'inondation a eu lieu vers 175, et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on n'a rien au niveau des cryptoportiques, donc c'était une source d'information capitale pour la ville proto-historique. Par contre, ce que l'on a, c'est qu'on a pu identifier dans des petits sondages la présence de tombes qui montrent que malgré tout, il y a une rétractation de l'habitat par rapport à la ville telle qu'elle était les siècles précédents. Et ces tombes, malgré tout, témoignent du melting pot culturel de l'époque, puisqu'elles associent aussi bien des céramiques grecques, enfin des céramiques locales, que des céramiques de type italique. Donc, on a peu d'informations et on a quand même 2 fenêtres d'observation qui témoignent qu'on avait quand même en rive gauche un centre monumental tardo-hellénistique important, dont on a peu de connaissances, mais qui était bel et bien existant. Et c'est justement les fouilles menées sous les cryptoportiques qui ont révélé sous le monument un mur plus ancien en grand appareil qui témoigne d'un aménagement d'un espace monumental en bordure d'une rue. On n'en sait pas plus parce qu'on n'a que la façade et la rue et les éléments qui permettent de le dater. Mais bon, ça témoigne en effet quand même de cette ville tardo-hellénistique qui est monumentale. L'autre aspect, c'est en fait des petits sondages qui ont été réalisés qui permettent de mettre en évidence d'autres murs qui font penser à des aménagements de type défensif et qui, en chronologie relative, peuvent venir à cette période. Voilà tout ce qu'on sait de la ville à l'époque tardo-républicaine, jusqu'à tout ce qu'on savait de la ville à l'époque tardo-républicaine, donc en rive gauche.
Et jusqu'à présent, on estimait que en rive droite, en fait, on n'avait rien avant vraiment l'époque augustéenne. On estimait que la rive droite s'était développée de manière consécutive à la création de la colonie. Il y avait quand même certains sites qui sont marqués avec des points d'interrogation qui avaient livré des niveaux qui étaient considérés comme pré-augustéens, mais dont la datation ne remontait pas au-delà de 40 avant notre ère, donc dont la datation était postérieure à la création de la colonie. Et finalement, c'est la fouille réalisée sur le site de la Verrerie qui renouvelle notre connaissance sur l'histoire de ce quartier. Alors, tac, voilà. Donc le site de la Verrerie, vous le voyez ici, il est situé ici. Il est à peu près à 300 mètres, situé à 300 mètres du Rhône. Et il s'appelle Verrerie parce que c'est le site de la Verrerie, parce qu'en fait, tout simplement, il y a une verrerie du 18e, vous voyez la halle qui est ici, qui occupe la parcelle. Ça n'a rien à voir avec les vestiges archéologiques sous-jacents qui sont des habitations romaines, mais voilà pourquoi ça s'appelle le site de la Verrerie. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce site, vous voyez, en fait, il est dans un espace végétal qui a été préservé, puisque le classement au titre des monuments historiques a permis déjà de préserver cette parcelle, mais aussi parce que malgré tout, dans les années 80, cette halte de verdure avait permis de monter un projet de lotissement. Et grâce à l'élaboration de ce projet de lotissement, donc les collègues ont pu mettre au jour des maisons romaines, et ces maisons romaines ont été datées donc de la fin du IIe siècle. Donc c'est un quartier de luxueuses maisons romaines de la fin du IIe siècle, à une époque où on savait qu'en effet la ville était largement déployée. Donc c'était pas surprenant de retrouver des vestiges sur ce point pour la fin du IIe siècle. Et ces maisons romaines, donc c'est sur ce site-là qu'on a trouvé la maison de l'harpiste. Donc je vais un peu vous présenter les étapes de recherche sur ce site pour ensuite aller dans le cœur du sujet, mais c'est important de comprendre le contexte donc c'est pour ça que je vous contextualise la chose. Donc ces maisons romaines de la fin du IIe siècle, il y a au moins 3 voire 4 maisons qui sont mitoyennes. Elles ont été construites à la fin du IIe siècle et abandonnées suite à un incendie qui a impacté l'ensemble du quartier. Et la chance que l'on a, c'est que sur ce site, l'incendie a pu être bien daté grâce à la découverte d'une tirelire qui permet de dater l'incendie vers 260. Suite à cet incendie, ensuite le quartier a été abandonné et les murs ont fait l'objet de récupération par les pilleurs au IVe ou au Ve siècle, et ce qui pour nous est une opportunité de vérifier la stratigraphie, on le verra tout à l'heure. Donc suite à ces fouilles, ensuite le terrain a été abandonné, il y a seulement eu des déposes de mosaïques, donc vous voyez ici, qui font aujourd'hui partie des pièces maîtresses du musée. Ensuite, le terrain a été mis en attente jusqu'en 2013. Et en 2013, on est revenu pour faire une fouille d'urgence. Alors pourquoi on est revenu 30 ans après sur ce site? C'est parce que enfin, ce site qui est un site municipal, a fait l'objet d'un projet de chantier d'insertion où le but était de redégager des vestiges en vue de remblayer et de réhabiliter le terrain. Donc au départ, il n'y avait pas de suivi archéologique de prévu, et donc c'est au dernier moment, ils ont sollicité des archéologues du musée pour faire le suivi archéologique du redégagement des vestiges. Donc c'était nécessaire puisque les vestiges, donc là il y a eu un premier, ce que vous voyez ici, c'est suite à un premier débroussaillage. En effet, les vestiges avaient été totalement envahis par la végétation. Là, il y a eu un premier débroussaillage qui a permis de dégager les choses, mais vous voyez ici que les arbres ont vraiment gangréné les vestiges, et vous voyez ici ces racines sur les mosaïques. Donc notre premier travail a été de redégager les vestiges, d'enlever ces racines, avec l'aide d'ailleurs de bénévoles. Et également, le service régional de l'archéologie a validé qu'on puisse faire un sondage dans cette tranchée d'épièrement. Donc les collègues des années 80 avaient vidé partiellement cette tranchée d'épièrement, mais ici, nous, on a voulu poursuivre le dégagement de cette tranchée, parce qu'ici, en surface, certes, quand on y est retourné, on n'avait plus les mosaïques, mais on avait un bombement rectiligne qui nous faisait penser qu'il y avait un tassement différentiel lié à la présence d'un mur. Bref, donc on a pu vider cette tranchée, et en effet, en vidant cette tranchée, qu'est-ce qu'on a pu voir? Un mur. En effet, donc là vous avez vu l'année 80, là, ici on a vu en 2013,
le but d'un dégagement de la tranchée des Pierremonts, c'est de voir la stratigraphie. Et là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu voir que sous ces niveaux de la fin du IIe siècle, on avait un mur conservé sur 1 mètre de hauteur. Et sur ce mur, comme vous le voyez, on avait des peintures conservées elles-mêmes sur 1 mètre de hauteur. Donc ça, c'était déjà la grande surprise. D'autant que au musée, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas du tout d'enduit peint. Donc c'est très intéressant. Mais surtout, l'intérêt, c'est que stylistiquement, ces peintures se rapportent au deuxième style pompéien. Et chronologiquement, ces peintures sont datées entre 70 et 20 notre ère. Et 20 avant notre ère. On n'avait aucun autre indice chronologique que les peintures. Donc au regard de cette découverte, une demande de fouille programmée a donc été formulée pour atteindre ces niveaux archéologiques dans une période qui est charnière. Est-ce qu'on est en 70? Est-ce qu'on est en 20? Ça change quand même notre vision de l'histoire de la ville. Donc une demande a été formulée pour réaliser une fouille dans l'emprise où ces deux mosaïques avaient déjà été prélevées. Donc ce sont les mosaïques d'Ione et de Méduse qui avaient été prélevées dans les années 90. Et donc l'idée c'était de faire un sondage pour appréhender ces niveaux qui potentiellement n'avaient jamais été observés à Trinquetaille. Donc l'objectif était d'aborder ces niveaux, comme je viens de vous le dire, mais également de documenter et de prélever les enduits peints. Dès le départ, on a envisagé de prélever les peintures car c'était dans des niveaux archéologiques trop profonds pour permettre une bonne conservation in situ. Et le ministère de la Culture a validé ce projet parce que c'est un projet porté par un musée qui possède et un service archéologique et un service restauration qui permet d'assurer cette chaîne opératoire. Et donc, on avait un troisième objectif qui était de compléter nos connaissances sur la maison plus récente qui est la maison d'Ione qui a livré ces deux magnifiques mosaïques dans nos collections. Mais ce point-là, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Je vais me concentrer sur les deux autres points qui concernent la maison dite de la harpiste. Donc là, vous avez une vision du site à gauche dans les années 80 avec l'emprise du sondage que l'on a fait dans le cadre de la fouille programmée. Et à droite, donc la vision en juin 2017 à l'issue des 4 années de fouille programmée. Donc cette fouille a permis, ici vous avez la maison d'Ione fin 2e et 1,80 m plus bas, on a la maison de la harpiste du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc pour cette opération archéologique, donc elle est dirigée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône via le musée et via mon intermédiaire puisque je suis responsable de l'opération, et elle a bénéficié d'un partenariat fort avec notamment majoritairement avec l'INRAP, qui nous a permis de bénéficier de la présence de plusieurs spécialistes. Et cette opération a bénéficié aussi de la contribution de nombreux chercheurs qui dépendent de différents organismes, donc de l'université, du CNRS, du service archéologique, de collectivités. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais vous avez ici un petit échantillon, un échantillonnage des personnes présentes. Je ne vais pas vous les énumérer, mais c'est pour vous dire que les résultats qui sont ici, c'est le fruit d'un travail d'équipe et d'une enquête collective qui a mobilisé donc de nombreux partenaires. Donc notre maison de la harpiste. Enfin, je vous la présente. Donc, cette maison, on l'a découverte dans le cadre de cette fouille programmée qui a été menée entre 2014 et 2017. Je vais d'abord vous présenter son phasage général, puis vous évoquer son état de conservation remarquable avant d'insister sur ce qui la caractérise, à savoir le fait qu'elle a beaucoup de critères qu'elle adopte beaucoup de modes de construction et de décoration de type italique. Donc en termes de l'histoire de cette maison, les recherches ont permis de montrer que cette maison a été construite de manière précoce entre 70 et 50 avant notre ère. Je vais y revenir. Cette maison ensuite a une durée de vie assez courte puisqu'elle a été détruite probablement volontairement entre 60 et 40 avant notre ère, et un incendie a contribué à la destruction de cette maison. Et on voit l'impact de cet incendie, notamment sur la poutre que vous avez ici, mais aussi sur les peintures que vous avez ici, où on voit une démarcation. Cette démarcation est la démarcation de l'impact de l'incendie sur cette paroi. Et suite à cet incendie, la maison a été détruite, et la chance que l'on a sur cette maison, c'est qu'on a un remblai de destruction qui scelle cette maison, et cette remblai de destruction est conservé sur 1,40 m. Et donc il a livré beaucoup de matériel qui permet d'asseoir la datation de cette destruction qui peut être évaluée entre 60 et 40 avant notre ère.
et surtout le tout est scellé par des sols des états ultérieurs. Donc ici, entre 40 et 260 après notre ère, sur une toute petite épaisseur, à savoir 30 cm, on a une succession de 3 voire 4 sols successifs de plusieurs maisons qui sont succédées dans les siècles, ou pour ces périodes plus récentes, des maisons ont aussi connu des incendies, ont aussi été détruites, mais pour ces périodes plus récentes, les remblais de destruction ont été évacués. Alors que pour notre maison de la harpiste, on l'a fouillée sur une petite surface, les remblais n'ont pas été évacués. Donc la datation, sur quoi repose la datation? La datation repose essentiellement sur l'étude du mobilier céramique. Et ce mobilier céramique donc, a été étudié par Sébastien Barberand de l'INRAP, présent dès le terrain. Et Sébastien Barberand, auquel s'est associée récemment Laetitia Cavassa, qui est chercheur au CNRS et spécialiste de l'Italie, qui a travaillé pas mal à Pompéi. Et donc ce binôme fonctionne parfaitement pour travailler sur ce matériel. Donc le lot de matériel céramique, on a quand même 23 000 tessons, donc on peut dire que la réflexion ne repose pas sur une poignée de tessons, mais vraiment sur un volume conséquent. Et la physionomie du matériel, qui est quand même un matériel qui est essentiellement du matériel importé, et on a très peu de céramique locale, permet de dater cette construction entre 70 et 50 avant notre ère. Donc pour nous, c'était quand même une très bonne surprise, puisque ça change notre vision en effet de l'occupation du quartier de Trinquetail. Avant cette fouille, on estimait que c'était seulement l'occupation de cette rive était consécutive de la création de la colonie. À travers cette fouille, on prouve qu'on a une occupation sur la rive droite antérieure à la création de la colonie, et on va le voir, cette occupation est vraiment de caractère italique. Pour ce qui est de la destruction, c'est pareil, les couches de destruction ont livré un matériel très riche et qui permet de la dater entre 60 et 40 avant notre ère. On sait qu'on est avant 40 avant notre ère parce qu'il y a plusieurs indices, et notamment l'absence de céramique sigillée italique qui confirme la chose. Ce qui caractérise cette maison, donc déjà on a une datation qui est très intéressante et qui change notre vision pour l'histoire de l'urbanisme sur Arles. Mais ce qui caractérise cette maison aussi, c'est son état de conservation remarquable. J'ai évoqué tout à l'heure. Donc vous le voyez ici, déjà on a une maison avec des murs conservés sur 1 mètre de hauteur. Et sur ces murs, on avait des parois peintes conservées jusqu'à parfois 4,60 m de longueur pour celle-ci, avec des pigments parfaitement conservés. J'y reviendrai tout à l'heure. Là, c'est qu'une évocation. Et si ces peintures ont été si bien conservées, c'est grâce à ce fameux remblet de destruction qui est ici conservé sur 1,40 m. Et ce remblet de destruction a permis de préserver ces murs, préserver les peintures. Et en plus, ce remblet de destruction renferme des tas d'informations sur l'architecture et le décor de cette maison. Donc, voilà. Donc, dans ce remblet de destruction, on a aussi retrouvé, en plus du mobilier céramique très foisonnant, des éléments d'architecture, notamment des sols effondrés de l'étage. Donc là, on va y revenir tout à l'heure. Des éléments de la toiture, des plafonds peints, avec des compartiments bleus et rouges, et bien sûr des milliers de fragments de peinture conditionnés dans 800 pièces de ce type, qui donc nécessitaient une étude de grande envergure. Donc une maison précoce, une maison très bien conservée et une maison seulement, malgré tout, explorée seulement sur 110 mètres carrés, ce qui est très peu. Mais la compensation, c'est qu'on a cette couche de destruction. Ce qui caractérise cette maison, les études montrent que c'est vraiment le fait qu'elle a vraiment l'impression d'une reproduction d'une maison de type italique. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Donc déjà, la chance que l'on a, c'est que bien qu'on l'ait fouillé sur une petite surface, on a quand même sa limite nord, puisqu'on a le mur ici, c'est le mur de son extrémité nord. On a la limite à l'ouest. On n'a pas l'extension à l'est ni au sud, mais on a moins l'angle de la maison. D'autre part, on a pu fouiller et donc mettre en évidence le cœur de la maison avec l'atrium. Donc j'imagine que vous connaissez le principe de l'atrium. L'atrium, c'est vraiment l'espace donc central de la maison pour ces périodes-là, où on rentre et en effet on accède à une
sorte de cour, de plan centré, qui sert d'espace de déambulation, d'espace de distribution vers les autres pièces, et également qui sert de puits de lumière. Donc là, vous avez un plan type de maison romaine qui n'est pas du tout nos restitutions de la maison de l'artiste, mais ça vous donne à voir dans quoi s'insère notre maison. Et nous, si on reproduit par rapport au plan type, ce qu'on a fouillé, c'est vraiment une toute petite partie de la maison. Parce que souvent, il y a un atrium et parfois la maison se limite à cet atrium, parfois il y a une autre cour à côté. Donc nous, on a fouillé juste ça. Donc nous, l'atrium en question, on a cet espace de déambulation, il faut s'imaginer qu'il se poursuit comme ça, et au centre, on a un bassin qui permet de recueillir les eaux de pluie, et on a fouillé également 2 pièces dans leur intégralité. Cette pièce-ci, qui est une pièce fermée par une porte à double battant, on suppose être une salle à manger, et c'est le décor qui permet d'émettre cette hypothèse, et une autre pièce qui est une pièce qui est en position axiale, qui n'a pas de porte, qui a un décor encore plus luxueux, et qui permet d'évoquer qu'il s'agit d'une pièce de réception. Concernant l'atrium, donc pour vous donner une idée de l'atrium, en effet, bon, évidemment, je fais référence à Herculanum, ou la maison à la cloison de bois, où en effet, on a la toiture qui est du coup ce puits de lumière, et ce puits de lumière qui permet aussi de déverser des eaux de pluie par le biais de petites gargouilles dans un bassin sous-jacent. Et autour, l'espace de déambulation et les pièces. Donc nous, on a l'espace de déambulation ici, on a 2 pièces ici qui ont été fouillées, et on a le bassin, donc au-dessus duquel devait se trouver le puits de lumière. Dans ce bassin, d'ailleurs, on a retrouvé une canalisation qui permet d'évacuer les eaux de pluie vers un espace qui est situé en dehors de l'emprise de la fouille. Voilà. Oui, voilà. Donc j'avais oublié ce que j'avais dit. Donc nous, cet atrium, on n'a fouillé qu'une partie, mais on a quand même la limite ouest, la limite nord, et on a fait 2 petits sondages ici, à l'extrémité en dehors de la photo, là par ici, qui ont permis d'en déterminer la limite est, qui est symétrique de l'ouest, donc tout est logique, et cette limite est matérialisée par 2 blocs monolithiques en calcaire, donc séparés par une zone qu'on n'a pas pu fouiller, donc qui montre qu'on a ici un stylobate, et cette hypothèse est renforcée par le fait qu'on a trouvé à côté une colonne, et pas très loin un chapiteau toscan, ce qui permet de restituer ici une colonnade. La question qui se pose évidemment, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette colonnade? Est-ce que la maison s'arrête ici? Est-ce qu'on a autre chose? Et curieusement, c'est la fouille du puits qui nous fournit des réponses. Alors, je vais vous dire pourquoi, mais je vais vous expliquer, promis. Donc déjà, on a voulu fouiller ce puits, pourquoi? La fouille d'un puits permet de trouver des objets qui sont en eau, et aussi de conserver des sédiments, et dans lesquels peuvent être conservés des indices concernant le paléo-environnement. Donc on peut avoir dans ces sédiments des insectes, des bois, des graines, des pollens, et tout cela peut nous donner des informations sur le paléo-environnement, et c'était d'autant plus intéressant dans ce quartier-là où on pensait qu'on n'avait rien, donc c'est pour ça qu'on a souhaité fouiller ce puits. Pour cela, j'ai fait appel donc à la cellule CISAP de l'INRAP, et donc Frédéric Chandevaux a assuré la responsabilité de la fouille de ce puits, qui a permis donc de trouver quelques objets, mais ce n'est pas l'élément le plus intéressant. L'élément le plus intéressant, ce sont les prélèvements qui ont été effectués, donc notamment les études carpologiques. Donc en effet, l'étude carpologique, c'est l'étude des graines. Donc j'ai confié les seaux de boue à un margotillier qui les a triés et qui a pu en extraire des graines. Et grâce à l'étude de ces graines, elle a pu donc identifier des plantes alimentaires, donc aromates, légumes, céréales, légumineuses, fruits, mais aussi des plantes ornementales, donc notamment le cyprès, le buis et la myrte, qui sont donc la triade qu'on retrouve habituellement dans les jardins romains, et donc qui laisse à penser qu'on devait avoir un jardin donc dans la maison. La surprise que l'on a eue d'ailleurs en fouillant avec cette étude-là, donc c'était Margot Kitilier qui m'a dit c'est génial, on a du cyprès. Moi, en néophyte, je lui dis c'est normal, on est dans le sud. Sauf que donc, je ne suis pas spécialiste du domaine, donc je m'en suis étonnée. Mais en fait, c'est parce que pourquoi s'en étonner? Parce que le cyprès, en fait, n'est pas un taxe qu'on appelle, c'est pas un taxon caractéristique de la Gaule, c'est plutôt un taxon caractéristique de la romanisation.
C'est-à-dire que le cyprès s'est développé en Gaule avec la romanisation. Et Margot Tillier, qui venait d'achever sa thèse, venait de dire que le plus ancien témoignage connu en Gaule datait du dernier quart du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire 25 avant notre ère. Elle finit sa thèse et hop, je lui confie ce travail et elle découvre un taxon encore plus ancien. Donc c'est pour ça qu'elle était très enthousiaste, parce que du coup c'était une avancée de plus dans l'information sur l'introduction du cyprès en Gaule. Ce qui laisse à penser que du coup, à cette période-là, comme on n'avait pas de cyprès en place, on peut imaginer que le propriétaire a souhaité reproduire un jardin à l'italienne avec ses plantes et peut-être probablement, je dis, avec ses plants pour reproduire ce jardin. Donc pourquoi je fais le lien entre le puits et cet espace à côté? Parce que forcément, le puits permet de restituer la présence d'un jardin, et donc il pourrait être envisageable de se dire que cette colonnade ouvrait sur un autre espace qui pouvait accueillir un jardin. Donc Margot, qui en plus d'être carpologue, fait quelques petites aquarelles, a fait cette évocation, donc en effet qui demande à être retravaillée, mais qui vous évoque malgré tout le côté, cette réflexion. Alors, donc on l'a vu, donc cette maison précoce, elle adopte un plan type de maison de type italique. Elle adopte du coup un jardin de type italique, mais elle adopte aussi des techniques de construction italique qui ne sont pas encore vraiment diffusées en Gaule. Notamment, ça paraît anodin comme ça, mais c'est tout simplement le mode de construction des murs. Les murs en fait porteurs sont des murs maçonnés qu'on appelle en opus caementitium, qui associent une sorte de ciment et les pierres, murs très solides. Ils sont en élévation sur 1 mètre de hauteur, et au-delà, ce sont des briques de terre crue. Et c'est cette maçonnerie vraiment qui se développe pareil en Gaule plutôt à partir de 30 avant notre ère, et qu'on voit en introduction, enfin qui est ici utilisée à une période plus précoce, ce qui laisse à penser que le propriétaire a souhaité reproduire sa maison de type. Parce que voilà, l'hypothèse, en effet, si vous l'avez compris, c'est qu'on a plutôt probablement affaire à un propriétaire venant d'Italie, l'idée permet de formuler que le propriétaire a probablement fait venir des artisans, et peut-être l'artisan maçon, pour construire cette maison. Donc, autre élément concernant la construction, on a une toiture faite de tuiles plates et de tuiles rondes, telles qu'on retrouve dans les toitures romaines, mais pas que. Mais ce qui est le plus surprenant dans les éléments concernant la toiture, c'est les tuiles décoratives que l'on a trouvées dans le bassin de l'atrium, donc dans l'impluvium. Donc pour vous repérer, donc là on a à Herculanum, on a la toiture, avec, vous imaginez, les tuiles plates et tuiles rondes, et vous voyez ici des petites gargouilles qui permettent de déverser les eaux de pluie dans un bassin. Nous, la chance que l'on a eue, c'est qu'on a dans le bassin, dans la partie qui n'a pas été récupérée, on a retrouvé ces éléments de gargouille dans la couche de destruction, avec ces petites plaques, avec ici on a une représentation d'une petite tête de chien. Bon, alors là c'est un surmoulage, ça ne va pas très bien, avec des petites oreilles, un petit collier avec une clochette et des pattes qui encadrent une canalisation qui permet de déverser ces eaux de pluie dans le bassin. On a fait du puzzle, et ça nous a permis de restituer des plaques longues décoratives, donc avec ces longues de 50 cm et hautes de 26 cm, avec ce motif de deux petites têtes de chien. Vous voyez mieux la petite clochette ici, les gargouilles qui permettent de déverser les eaux de pluie, et ces plaques décoratives qui sont appelées des cimas, sont associées à des tuiles. Donc là vous avez un dessin qui vous permet de restituer la chose. Vous avez la plaque décorative qui est vue en coupe et qui est en fait associée à une tuile plate, avec un renfort assuré par ce petit boudin qui permet de consolider la plaque. Donc ce type de plaques de terre cuite décorative, on les retrouve en abondance pour cette période-là en Italie. Vous avez ici par exemple cet exemple, donc la structure n'est pas tout à fait la même, mais parce que ici il y a deux éléments, enfin deux boudins d'étanchéité de renfort, mais malgré tout le principe c'est qu'on a une tuile liée à une plaque décorative et un élément qui permet de déverser des eaux de pluie. En Italie, on a retrouvé d'autres exemplaires avec ces têtes de chien en abondance. En Gaule, j'ai donc cherché, est-ce qu'on a des éléments comparables? Le seul élément comparable que j'ai pu trouver
retrouvé, c'est un élément trouvé sur une commune tristement connue pour autre chose, Amazon, donc où on a une plaque décorative qui a exactement la même composition, si ce n'est qu'ici, c'est une plaque a priori qui est purement décorative, qui n'est pas liée à une tuile, et on a la composition des 2 petites têtes de chien, avec certes, on a en fait une imitation d'ouverture, mais c'est une ouverture qui est obturée. Donc ça donnerait très envie de retourner voir ce matériel qui pour le moment n'est pas accessible, mais il le sera probablement l'an prochain. Ce matériel avait été daté du 3e quart du 1er siècle avant notre ère. La question est de voir si c'est le même type d'argile, s'il ne faudrait pas revoir la datation. Donc il y a des questions en suspens. Mais tout ça soulève quand même la question de nos terres cuites décorables, de ces plaques-là, malgré tout, qui sont quand même pas communes à cette époque-là, et se poser la question, est-ce qu'en fait, on n'aurait pas pu faire venir une partie de ces tuiles d'Italie, ou alors est-ce qu'on n'aurait pas pu faire venir un artisan italien pour produire sur place ces tuiles? Donc les 2 hypothèses sont intéressantes, et pour essayer de répondre à cette question, on a fait aussi des prélèvements des argiles pour voir si on peut donc identifier une provenance. Donc il y a une première étude qui tendrait à prouver que ce serait des argiles produites dans la vallée du Rhône. Sauf qu'à cette époque-là, on ne produisait pas de ce type de terre cuite. Donc du coup, l'hypothèse la plus probable serait de faire venir peut-être un artisan. Donc, en tout cas, tout cela, c'est en cours de discussion, mais ça reste très intéressant. Autre influence italique qui se voit sur les matériaux de construction, c'est ici, on a un sol d'étage fait de briquettes, donc de terre cuite architecturale aussi, donc ces petites briquettes, ça s'appelle donc ici c'est un sol qu'on appelle en opus picatum, c'est-à-dire que les petites briquettes forment ces petits épis. Et ce sol, en fait, déjà c'est un sol surprenant puisque c'est un sol d'étage qui a été retrouvé au-dessus de la galerie de circulation ici. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit un sol d'étage vu l'effondrement que l'on a pu observer. Et ce type de sol, souvent on le retrouve d'ailleurs dans des contextes plutôt de thermaux ou d'exposé à l'humidité. Et en Gaule, c'est pareil, il se développe plutôt à partir des années 30 avant notre ère. Donc, j'ai pas trouvé d'exemple aussi ancien en Gaule de ce sol. Donc, je fais appel aux Italiens, et même en Italie, en fait, il y a peu d'exemples de sol aussi anciens de ce type-là en Italie. Il y en a quelques-uns, ce qui donne à penser que ce sol apparaît à Arles presque de manière concomitante à sa création en Italie, et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de décalage entre finalement les modes mis en place en Italie et ce qui est adopté ici à Arles. Donc c'est pour ça que ça corrobore l'idée qu'on a probablement plutôt un Italien qui est venu s'installer ici. Donc avant, évidemment, autre critère italique majeur, ce sont les décors. Mais avant d'aborder nos décors, qui sont sur les sols et sur les enduits, je voulais faire une petite parenthèse pour vous dire qu'en effet, que cette opération archéologique, si elle a pu avoir lieu, c'est aussi grâce à un binôme qui est très précieux, et un binôme dont vous avez bénéficié ici même à Loupian, c'est le binôme du travail archéologue-restaurateur, qui est un binôme indissociable, et c'est ce binôme qui a fait que aussi l'opération archéologique a été validée. Donc dès le départ, qu'on a présenté le dossier de fouille, je vous l'ai dit, on envisageait de prélever les peintures. Donc c'est ce qui a été fait parce que le contexte de conservation ne permettait pas de les laisser en place. Au fur et à mesure du projet, on s'est dit, ah bah oui, mais ces peintures sont associées à des sols, et tant qu'à faire, si à terme, ce serait intéressant que d'intégrer dans les collections du musée, certes les peintures, mais dans leur contexte, et donc associées au sol et au seuil. Donc Alain Charon a formulé cette idée, et qui a été proposée au ministère, qui l'a validée d'autant plus qu'au sein du musée, comme je vous le disais, on a certes le service archéologique, mais on a le service restauration qui maîtrise cette technique, et qui a permis de faire ce tandem permanent sur le terrain, où nous, archéologues, là, on est en train de dégager la paroi peinte, et ensuite, le relais est pris par les restaurateurs qui assurent la dépose. Ensuite, nous, on fait la documentation. Là, on a les restaurateurs qui déposent le sol. Ensuite, on intervient pour faire un sondage. Et ce binôme, donc, était essentiel sur le terrain. Mais il est essentiel sur le terrain, mais pas seulement. Pour l'étude, notamment l'étude des peintures, c'est un binôme qui a été indispensable également, puisque avant de lancer l'étude des peintures,
les restaurateurs ont dû déjà traiter les parois qu'ils ont déposées pour pouvoir les mettre à disposition et voir s'il y avait des collages. Et ils ont également procédé à des consolidations des fragments pour qu'on puisse les manipuler pour en faire le puzzle. Voilà, donc un atout majeur. Donc je vais vous parler de nos fameuses peintures. Donc là, c'est juste des photos pour le plaisir des yeux et vous transmettre aussi l'émotion malgré tout qu'on a eu, parce qu'il y a le côté scientifique, mais il y a le côté quand même humain. Donc quand on a trouvé donc, ces peintures, on savait qu'il y avait des peintures in situ, mais au début de la fouille, on ne savait pas qu'on avait une couche de destruction si riche en fragments de peinture. Et dans ces fragments, on a retrouvé notamment 6 visages en 2015 dans les remblais de destruction, et vous les voyez ici apparaître. Et ça vous montre aussi donc l'état de conservation remarquable, donc, parce que cette préservation a été faite grâce à ces remblais qui ont permis de laisser les enduits dans un milieu stable à l'abri de la lumière. Et ça vous montre aussi du coup le caractère remarquable, puisque des décors peints de cette période intégrant des personnages, c'est la première fois qu'on en trouvait en Gaule, donc du coup une étape importante. Donc aussi un enjeu scientifique et de conservation majeur. L'enjeu était de coup de taille, d'autant qu'on se retrouvait face à un volume de matériel énorme, puisque nos couches de destruction étaient très riches. Je vous l'ai dit, on avait quand même 800 caisses d'enduit peint qui ont été prélevées, et également il y avait 8 parois peintes qui ont été prélevées in situ par les restaurateurs. Donc l'enjeu était de trouver les moyens de faire une étude aussi importante. Et la chance que l'on a, c'est qu'on avait ce partenariat avec l'INRAP qui nous a permis de bénéficier de la présence de Julien Boilève, un spécialiste des peintures qui a assuré la direction de l'étude des peintures. En sachant que théoriquement c'est un jour d'étude par caisse, donc c'est un volume de jours énorme. Et pour ce faire, donc on a secondé 3 collègues du musée, avec 2 collègues du musée, on a secondé Julien Boilève pour le puzzle physique des éléments sous sa direction, donc avec mon collègue Alain Jodot, une restauratrice que vous voyez ici qui était toujours là, et moi-même. Donc on a procédé à ce puzzle géant entre 2021 et 2023. Donc ça, c'était le côté humain, trouver les moyens humains qui ont pu être faits grâce à ce partenariat avec l'INRAP. L'autre contrainte importante était de trouver les moyens techniques, puisque ces enduits peints, il faut les mettre à plat. Le musée ne suffisait pas, on n'a pas un espace suffisamment grand. Donc c'est pour ça que ça a mis plusieurs années pour lancer cette étude. Donc la première année où on a fait l'étude, finalement c'était l'année Covid, on a profité de la Covid entre guillemets pour réquisitionner la salle d'exposition temporaire du musée, qui était donc gelée cette année-là, pour lancer l'étude de peinture. Vous voyez en effet que ça nécessite, pour faire un puzzle, il faut avoir tous les éléments accessibles visuellement, donc avoir une grande surface, il faut avoir des tables de travail qui soient mobiles, et voilà. Donc, sauf que la salle d'exposition temporaire est faite pour faire des expositions temporaires. Or, l'idée était de faire l'étude de ce puzzle sur 6 mois à raison de 3 ans. Donc, ce qui fait que les 2 autres années, on a dû trouver un autre lieu, et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône nous a proposé un lieu au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans une annexe d'un château qu'il possédait, le château d'Avignon, et une annexe qu'il a réaménagé pour le besoin de l'étude. Donc ces moyens techniques et humains passés, c'est quand même fondamental dans la recherche. Sans ces moyens-là, on n'arrive pas à avancer. On a pu avancer sur ces enduits peints qui sont magnifiques et remarquables, et qui seront à terme mis en valeur dans nos collections. Donc les premiers enduits peints mis au jour, je vous l'ai dit, c'est cette paroi peinte qui a été vue en coupe dans notre sondage de 2013. Et cette paroi peinte, il s'avère qu'elle prend place dans cette pièce-là, qui est, donc, a été fouillée en 2014. Donc la fouille a permis de compléter notre connaissance de cette paroi, qui s'avère être conservée sur 4,60 m de longueur. Donc ça, c'était une belle découverte. Donc on a un décor peint qui confirme qu'on est bien dans le 2e style pompéien, donc des peintures de 2e style pompéien, ici, qui imitent l'architecture par la peinture. Ce sont des peintures dites qu'on appelle à paroi fermée, où on a cette imitation de l'architecture. On voit donc un podium, aussi bien, donc on a une division aussi en 2 parties, avec une alcôve avec des teintes ocre, sobres et peu coûteuses, et une antichambre, et une alcôve avec des teintes
très bariolée et beaucoup plus coûteuse, ce qui permet d'envisager qu'on a peut-être une salle à manger avec une bipartition de l'espace, antichambre alcôve, qu'on retrouve également au sol par le biais de ce petit motif de croisette qui est pile poil dans l'axe du changement de décor. Ces peintures donc imitent l'architecture. On voit ici qu'on a une imitation de podium dans les deux cas, et au-dessus on a dans ce secteur-là des imitations de marbre, tandis qu'ici on a des bases de colonnes avec des fûts de colonnes. Donc la paroi est conservée ici, et ici on avait une cloison en terre crue qui passe au-dessus du seuil, et cette cloison en terre crue s'est effondrée, et grâce à cet effondrement on a pu faire le puzzle. Donc là, vous nous voyez en situation de travail, donc vous voyez la paroi peinte qui était in situ, qui a été déposée et du coup traitée par les restaurateurs pour essayer de voir s'il y avait des connexions entre cette paroi et nos petits fragments. Donc là, je ne vais pas vous faire une présentation exhaustive de l'étude des peintures, ce sera à Julien de Boislève de le faire quand il aura fini son étude, mais je vous fournis les éléments qui ont pu être quand même visibles et rendus visibles pendant l'étude. Donc cette étude a notamment permis de remonter une paroi sur l'intégralité de la hauteur de la pièce, à savoir 2,90 m. Donc ça c'est pour nous une découverte vraiment remarquable et un potentiel du coup muséographique extraordinaire. Où vous le voyez, en fait, cette paroi prenait donc place sur le mur disposé perpendiculairement et elle fait suite au décor que l'on a ici. On voit ici, comme ici, on a le podium, on a la base de colonne, le fût de colonne, sauf qu'on a le fût de colonne et le chapiteau, et au-dessus les éléments qui vont jusqu'au plafond. Et ici, on sait qu'on a le plafond puisqu'on a un petit ressaut qui sert de zone de contact avec le plafond. Donc, un ensemble vraiment patrimonial exceptionnel en termes de conservation. Et donc, Julien, pendant cette étude, Julien Boislève, a fait cette première proposition de restitution parce que vis-à-vis de cette paroi, on a retrouvé d'autres éléments et dans les parties manquantes, il a fait cette proposition de restitution. Et ces éléments de décor qui sont bien conservés aussi nous documentent sur l'architecture et cela nous permet notamment dans cette pièce de restituer la présence d'une fenêtre puisque les enduits montrent bien qu'il y a ici une ouverture d'une fenêtre. Donc cette fenêtre elle devait prendre place ici, là. Non, pardon. Oui, non, voilà. Elle prenait place ici et elle donnait, elle ouvrait sur l'atrium, c'est-à-dire qu'on avait un éclairage indirect de cette pièce. Donc, on a identifié dans cette maison plusieurs décors. Donc là, je vais vous en présenter que quelques-uns, mais il y a au moins une vingtaine de décors qui ont été identifiés. Parmi ces décors, il y a un autre décor très intéressant qui a été mis en évidence, c'est le décor associé à l'étage. Au-dessus de cette pièce, dans le remblai de destruction, on a retrouvé la destruction d'un sol d'étage que vous voyez ici, qui est un sol en béton tuileau avec incrustation de tesselles qui forment ces petits motifs de losange avec au centre des petites croisettes. Donc ce type de sol qui est assez commun malgré tout dans ces périodes-là, y compris dans le sud de la Gaule. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on a pu associer le décor peint à ce sol, et ce décor peint s'avère être super bien conservé, et ça on ne s'attendait pas à ça. Voilà, on a pu remonter ce décor peint de l'étage qui montre aussi un luxe évident. Donc là je ne vais pas parler du luxe, mais vous l'avez compris, cette maison quand même montre que le propriétaire avait des moyens considérables, puisqu'il a les moyens de faire venir des plantes, des céramiques, des artisans, mais aussi des peintres probablement, puisque ces peintures ont vraisemblablement été réalisées par des peintres italiens, c'est l'hypothèse a priori. Et surtout, elles utilisent des pigments qui font partie des pigments les plus coûteux du monde romain. Là, vous voyez cette peinture de l'étage. Donc, comme au rez-de-chaussée, c'est une peinture qui imite l'architecture. Donc, on a aussi là, ici, un podium. Ici, on a un piédestal qui supporte cette colonne donc, en premier plan. Et en arrière-plan, on a ces grands panneaux qui accueillent des panneaux rouges vermillon qui utilisent le pigment cinabre. Le pigment cinabre, c'est le pigment le plus coûteux du monde romain. Et on voit qu'ici, il est utilisé avec des grands aplats de couleurs, en grande quantité, ce qui montre que le propriétaire n'a pas lésiné sur les moyens, sur les pigments, y compris dans des pièces de l'étage, qui ne sont pas des pièces qui sont normalement les plus décorées et les plus accessibles, puisque en général,
on privilégie les décors dans les pièces accessibles en fait, aux hôtes publics, entre guillemets, et les hôtes publics, on les achemine pas théoriquement dans les étages. Donc ça constitue aussi un grand potentiel muséographique à venir. Ce type de peinture, malgré tout, de deuxième style pompéien, on l'a à Arles, ce type de peinture qui imite l'architecture, donc dit à parois fermées, mais on l'a dans bien d'autres sites du sud de la Gaule. Donc c'est pas unique et rarissime. Ce qui est plus rare, c'est par contre son état de conservation. On n'a rien d'inégalé en Gaule. Et évidemment, on ne va pas comparer avec l'Italie parce que s'il n'y a pas de marge de comparaison, on n'est pas du tout un petit Pompéi, on n'est pas du tout un petit Herculanum, on est juste Arles. Voilà. Donc là, ce décor-là, il est remarquable par son état de conservation et le potentiel muséographique que l'on a avec ce décor et les informations sur l'architecture qu'il va nous livrer. L'autre décor qui est plus surprenant, c'est le décor qu'on appelle mégalographique, qui intègre la fameuse femme jouant de la harpe. Et ce décor-là, donc là vous la voyez, cette femme jouant de la harpe, juste sortie de fouille, ces éléments-là, ces fragments d'enduit-peint étaient face peinte contre terre, donc forcément au moment de la fouille on les a pris en photo mais de revers, et c'est une fois qu'on a retourné les fragments, qu'on les a mis en caisse, qu'on a vu apparaître ce visage de la harpiste que vous voyez ici brut de fouille, encore avec la terre dessus et sans que le remontage ait été effectué. Donc ce décor peint ce décor peint prenait place dans la pièce attenante qu'on appelle la pièce de réception, qui est une pièce donc en position centrale dans le plan, pièce qui n'avait pas de porte, pièce ouverte face au bassin, et pièce qui avait le décor le plus luxueux, aussi bien au sol que sur les peintures. Donc donc ça se voit pas très bien sur le sol parce que c'est pas très bien conservé, mais je vous promets que c'est un sol super intéressant, donc je vais quand même vous en parler, même si c'est pas visuel. Donc ce sol, c'est un sol en béton à éclat de pierre, et ce qui est intéressant, c'est qu'il présente un décor peint, ce qui est quand même pas commun. Ce décor peint, c'est un décor avec, vous voyez, un encadrement noir, vous l'apercevez ici. On le voit très mal parce que d'une part, il y a eu un incendie qui a laissé des traces avec les poutres carbonisées, et en plus, après, il y a eu des concrétions calcaires qui rendent totalement presque illisible la chose, mais on a quand même pu le percevoir. Donc on a un encadrement noir, on a ici un encadrement crénelé, que vous voyez ici, avec des formes de petites tours qui évoquent plutôt un motif de type grec. Et puis au centre, on l'a vu que sur quelques centimètres carrés, un motif polychrome. Donc ça paraît anodin comme ça, mais malgré tout, ce type de décor est quand même peu fréquent en Gaule. Autant des sols avec des aplats de couleurs, ça existe, mais des sols avec des décors peints, c'est peu commun. C'était bien connu dans le monde grec. D'ailleurs, en Gaule, il y en a un exemplaire qui a pu être trouvé justement dans la ville grecque de Marseille, sur le site du tunnel de la Major, où il y a ce motif-là de décor de poste sur un sol en béton qui a pu être identifié, mais pour un sol beaucoup plus ancien. Là, la nouveauté, c'est que récemment, donc ça a été relayé médiatiquement, à Alès, en effet, il y a une mosaïque qui a été trouvée, a priori de cette période-là de temps tardo-républicaine, qui représente elle aussi des traces de peinture. Donc à terme, il y aura des comparaisons à faire intéressantes. En tout cas, ce sol-là est pas commun et il témoigne aussi de cette influence grecque que l'on a sur ce site. Ensuite, en plus du sol, on a le décor peint. Alors le décor peint in situ, évidemment, il paraît comme ça moins intéressant qu'à côté, mais parce qu'il est plus altéré. Il est altéré d'une part par l'incendie qui a altéré le pigment. Là, ici, toute cette masse marron, c'est lié à l'impact de l'incendie qui a changé la couleur des pigments. Il est altéré par le fait qu'il y avait des fragments d'amphore dans les mortiers qui ont fait que des éléments sont démantelés. Malgré tout, c'est un décor très intéressant. Donc sur le décor en place, on a, comme pour la pièce d'à côté, un podium de type architectural, un podium qui imite, pour le coup, qui fait des imitations de marbre avec des triangles et des trapèzes qui imitent des attalages de marbre en triangle et en trapèze. Et ce podium supporte des colonnes, et ces colonnes encadrent des panneaux à fond rouge au centre desquels se trouvent des piédestaux. Et sur ces piédestaux prenaient place les personnages. Donc la fameuse harpiste qui nous a permis de dénommer cette maison la maison de la harpiste, parce que c'est une figure peu commune. Dans le monde romain, on trouve souvent des lyres, mais des femmes
donc c'est pour ça qu'on s'est dit que dénommer cette maison en évoquant cette représentation, c'était assez parlant. Donc, en effet, sur les piédestaux prenaient place des personnages. Donc, dès la fouille, on a pu retrouver ce visage. L'année même de la fouille, en effet, il y avait des éléments en connexion qui ont permis aux spécialistes des peintures présents sur place de faire un premier remontage et de donner à voir cette femme jouant de la harpe. Et du coup, aussi de révéler qu'il s'agit là pour le coup d'un décor pour la Gaule pour lequel on n'a pas d'autre comparaison. Jusqu'à présent, ce type de décor était bien connu en Italie. À une raison d'une quinzaine d'exemplaires, il me semble, mais les spécialistes, ne l'ayant pas vu dans d'autres secteurs, pensaient que c'était une production de cette période-là qui s'était pas expatriée. Donc à travers cette découverte, ça nous change la donne. Non pas pour dire que c'est unique, c'est que nous, à Arles, on a la chance que ce soit préservé et il est possible qu'il y en ait d'autres ailleurs. Donc ces personnages, donc on a ici cette femme jouant de la harpe et on a également un autre personnage féminin qui a pu être identifié, un personnage masculin. La question c'était quels sont ces personnages, dans quoi ils s'insèrent. Donc on a fait forcément le puzzle de ces éléments-là au château d'Avignon. Avant de vous parler du puzzle, je vous montre quand même cette petite représentation faite par Julien Walev, qui vous permet de mieux voir la harpe. En effet, donc vous voyez qu'en effet cette harpe ici est portée sur l'épaule, c'est pas un instrument très commun malgré tout à l'époque romaine, et avec une main derrière et une main devant. On voit donc aussi le modelé du personnage qui est quand même très très bien rendu, et on voit aussi le strabisme du personnage qui interroge, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire, est-ce que c'est la représentation d'un membre de la famille. Ça on ne saura pas, on ne peut qu'extrapoler. Donc cette peinture a été trouvée sur site, remontée en partie, et on en a fait le puzzle à partir de 2022. Donc ce puzzle nous a permis de compléter, on n'a pas pu retrouver ses pieds, mais par contre on a pu voir qu'elle prenait son encadrement. Et donc on a une limite ici, et surtout on voit ici l'amorce d'une colonne avec un chapiteau. Et surtout, là vous me croirez sur parole parce qu'on ne voit pas bien, ici on a la trace d'un arrachage de la peinture du mur qui est perpendiculaire. Donc ça veut dire que cette peinture prend place dans l'angle d'une pièce, et donc ça veut dire qu'on peut positionner la harpiste dans la pièce. Pourquoi on peut la positionner? Parce que, je vous l'ai dit, cette pièce n'a pas de porte. Vu qu'elle n'a pas de porte et qu'on est dans l'angle d'une pièce, forcément, la harpiste prend place dans l'angle droit de la pièce, et ça veut dire que la personne qui rentre dans cette pièce voit de suite la harpiste qui prend place sur la droite de la paroi. L'inconnu, c'est qu'on ne sait pas face à qui elle se trouvait, puisque cette partie-là est altérée par les tranchées de récupération qui ont fait qu'une partie des remblais ont été entamés et on n'a pas retrouvé la trace du personnage face auquel était cette femme jouant de la harpe. Mais par contre, on a retrouvé d'autres personnages sur le mur qui est perpendiculaire, et notamment on a pu retrouver une autre Ménade qui est en train de danser, qui alterne avec cette colonne avec un chapiteau type toscan. Et à côté, on a la représentation d'un dieu masculin, du dieu Pan, avec ses jambes de bouc, ses petites cornes et au torse poilu. Et l'ensemble du remontage et l'étude, le puzzle est fini et l'étude est en cours, mais montre qu'ici en fait on a une représentation avec une alternance de Ménades et de personnages masculins, Ménade dansant, personnages masculins qui tous évoquent plutôt la sphère de Bacchus ou Dionysos, tout dépend si on est dans le dieu grec ou dieu romain. Ça, moi je ne peux pas me prononcer, j'espère que Julien Boilev, à l'issue de son étude, pourra fournir des pistes de réflexion là-dessus. Mais en tout cas, on est on a une représentation de type dionysiaque, en effet, une ambiance festive et dansante. Et ce type de représentation, donc, comme je vous l'ai dit, on n'en a pas d'exemplaires similaires en Gaule pour cette période, et les comparaisons vont forcément avec l'Italie et notamment Pompéi. Vous avez ici un type de représentation
similaires, donc la finition n'est quand même pas tout à fait la même, mais malgré tout, on a des personnages sur des piédestaux qui prennent place sur un fond rouge vermillon comme ici, avec des encadrements ici, non pas de colonnes, mais des piédestaux et des éléments d'architecture qui sont tout autour. Et récemment, justement, à Pompéi, il y a une autre décor vraiment qui se rapproche beaucoup d'une autre, si ce n'est qu'il est probablement plus récent. C'est le décor de la maison du Thiaz, dont vous avez dû peut-être entendre parler dans les médias, et où en effet nous avons découvert cette année cette pièce avec ce décor remarquable qui a beaucoup de points de comparaison avec le nôtre, où on a bien des personnages en effet sur un fond rouge qui prennent place sur des piédestaux, et on a en fait aussi, comme pour nous, si ce n'est que eux ils ont aussi un troisième registre et que c'est mieux conservé, et que ce troisième registre a des éléments de chasse que l'on n'a pas évidemment, mais dans la partie médiane, on a aussi, comme à Arles, une représentation de ménades et de personnages masculins, ménades dansant, donc vous en avez une ici, et ici on a par exemple un satyre qui joue de la flûte, et justement à Arles, donc là on a retrouvé également une ménade qui joue de la flûte. Alors certes elle est fragmentaire, mais malgré tout, là vous voyez le satyre avec la flûte double, ici c'est une ménade avec une flûte double, donc bon, je vous demande de faire preuve d'imagination, mais vous avez quand même le corps avec les seins dénudés, un bras, la tête, un autre bras. Dans le visage, vous voyez les petites bouches et là il y a une petite tige, c'est un élément de la flûte. Et ici, dans la main, vous avez une bribe de la deuxième élément de la double flûte. Donc voilà, donc on a vraiment cette représentation de ici ménade avec cet instrument de musique. Et voilà, donc tous ces éléments, donc les peintures, en effet, c'est l'élément le plus parlant, mais les peintures combinées aux observations faites sur l'architecture, sur les décors, sur le jardin et sur donc l'ensemble des matériaux de construction, incitent à penser que, en effet, cette maison-là a probablement été construite par des artisans italiens. Pourquoi on suppose ça? Parce qu'on a une période précoce. Et à cette période-là, les techniques de construction que je vous montre ici, pour le moment, moi, en tout cas à l'échelle de la Gaule, je n'ai pas retrouvé d'éléments comparables, enfin de sites comportant autant de critères italiques combinés. À Glanum, par exemple, on a des enduits peints, mais on n'a pas des enduits peints associés à un mur maçonné, associés à un jardin, associés à des tercuites architecturales. On a des sols de ci, de là qui sont mosaïqués, mais qui ne sont pas forcément pareils associés à ces murs maçonnés. Donc là, on a un critère cumulé d'éléments auquel s'associe aussi le faciès du mobilier céramique, qui sera d'ailleurs étudié la semaine prochaine par Laetitia et Sébastien. Faciès qui est vraiment caractéristique d'un mobilier essentiellement importé surtout d'Italie, avec beaucoup d'amphores, beaucoup de céramique campanienne, qui confirme du coup la volonté du propriétaire d'adopter un mode de vie romain. Donc, ce qui permet de penser qu'en effet, qu'il y a cette volonté d'un Italien de s'installer ici à Arles. Alors, ce qui n'est pas surprenant d'avoir un Italien qui s'installe à Arles à cette période-là, puisqu'on est dans la Gaule transalpine, qu'on est à Arles. Donc, ce qui est surprenant, c'est que c'est en rive droite à Trinquetail, dans un secteur qu'on pensait inoccupé avant la création de la colonie. Et donc, si on a ça, on doit avoir d'autres éléments de ce type-là ailleurs en Gaule. Mais si on l'a si bien conservé malgré tout, si on a tous ces témoignages-là, c'est qu'on a la chance que l'on a, c'est que ce site est particulièrement bien conservé grâce à cette destruction volontaire qui est probablement due au fait que les personnes qui habitaient ici étaient confrontées à un problème d'humidité et on a probablement détruit volontairement cette maison pour reconstruire au-dessus. Donc c'est grâce à cette volonté-là de détruire volontairement cette maison qu'on a toutes ces informations. La question qui subit, il y a plein de questions qui subsistent malgré tout, parce que là on a une fenêtre d'observation qui est très limitée, et donc du coup la question c'est, voilà, est-ce qu'on a affaire à une maison rurale ou une maison urbaine? Est-ce que c'est une villa? Est-ce que c'est une domus? On a fouillé 100 mètres carrés, c'est difficile d'extrapoler à partir de 100 mètres carrés. Malgré tout, en faisant cette fouille, ça re-questionne les fouilles qui ont été faites précédemment. Et notamment ici, donc les fouilles qui ont été faites non pas très loin, à 400 mètres au nord, où sur le site qu'on appelle l'île des Sables, on avait donc mis au jour des amphores Dressel 1 qui servaient d'aménagement, de stabilisation du terrain. Et donc on partait à l'époque dans l'idée que forcément il n'y avait rien avant l'époque, enfin avant la création de la colonie, donc
malgré tout, ces amphores ont été datés des années 40 avant notre ère, sans qu'une étude approfondie ait été effectuée. Donc là, en ce moment, on relance cette étude pour vérifier si ce site-là ne pourrait pas être contemporain à notre maison, ce qui voudrait dire que notre maison ne serait pas isolée, mais ferait partie d'un quartier. Donc il a lancé une idée de même pour un autre site qui était trouvé ici à Brossolette. Donc on est en train d'explorer, je n'ai pas la réponse encore à la question puisque l'étude est en cours. L'autre question c'est, bon, est-ce que là, ça y est, on a trouvé la première occupation du quartier de Trinquetail? C'est ce qu'on pensait. Alors la réponse a été fournie parce que, comme je vous l'ai dit, les sols ont été prélevés par les restaurateurs, donc forcément, après, on a fait un sondage pour vérifier. Et il s'avère qu'en faisant les sondages sous la maison de la harpiste, qu'est-ce qu'on a trouvé? D'autres vestiges. Donc en fait, cette maison est installée sur une maison antérieure. Et le puits de la maison de la harpiste, en l'occurrence, réutilise, donc là on a fait un sondage ici, réutilise le puits d'un état antérieur, auquel est d'ailleurs associé un sol en béton de tuyau. On a également réalisé d'autres sondages, tout petits en fin de fouille, donc forcément c'est des fenêtres d'observation limitées, mais qui montrent bien cette occupation, avec ici un sol en béton, ici un mur, malgré tout assez mal fichu, je l'admets. Mais tous ces éléments montrent qu'on a cette occupation avérée. Le mobilier céramique associé a exactement le même faciès que le mobilier de la maison de la harpiste, qui laisse à penser que c'est le même type de population parce qu'il n'y a presque aucune différence et chronologiquement on reste dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ et Sébastien et Laetitia vont préciser la chose la semaine prochaine justement pour sérier la datation, mais on reste toujours dans cette dynamique là avec une grande influence, enfin un mobilier d'importation italique pour l'essentiel. Et l'autre intérêt aussi, c'est que en fait, il s'avère que notre maison de la harpiste, en fait, elle vient se caler contre les murs d'une maison, d'un état intérieur. Ce mur en grand appareil là apparaît finalement comme l'un des murs qui est associé au vestige que je vous ai présenté tout à l'heure, qui appartient donc à une maison antérieure à la maison de la harpiste, maison du coup avec des murs en grand appareil de ce type-là. Murs qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs, donc là vous avez d'autres portions de ce mur, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous tenir trop longtemps. Ces murs ne sont pas sans rappeler ce qu'on a trouvé notamment à Glanum, la première étape de Glanum, si ce n'est qu'ici on est dans un contexte avec du matériel de facture italique. Donc on pourrait se dire, ça y est, on a la première occupation. Mais qui dit chantier, souvent, il y a un dernier jour de fouille. Et bien évidemment, le dernier jour de fouille, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Et bien, sous ce monument, qu'est-ce qu'on a pu voir? En fait, une autre construction. On a pu voir, donc j'ai confié l'étude à Richard Pellet de l'INRAP, qui a identifié ces blocs-là. Et ces blocs qui sont ici, sont deux blocs en paneresse, associés à un bloc en boutis. Les dimensions, de même que les traces d'outils, évoquent plutôt une construction de type hellénistique et qui lui permet éventuellement de supposer qu'on pourrait éventuellement avoir un mur d'enceinte. Donc là, du coup, c'est de la surprise de fin de janvier sur une toute petite fenêtre, et donc ça reste une hypothèse à creuser et à valider, mais c'est une hypothèse très intéressante qui nous change totalement notre vision de l'histoire de ce quartier, donc ce qui montre que en fait, Trinquetail était occupé avant même la création de la colonie, que les Italiens s'y sont installés, qu'ils se sont peut-être installés dans un secteur qui était malgré tout peut-être occupé au préalable par une population sous influence indigène ou grecque. Donc tout ça, ça reste à travailler. Donc on a encore plein de questions en suspens. Bien que ça fasse plusieurs années d'études, puisqu'on a retrouvé énormément de matériel, presque 2000 boîtes de matériel. Et donc à terme, le but bien sûr, c'est de mettre en valeur tout cela dans les collections du musée, avec l'aide des restaurateurs qui travaillent sur une problématique particulière qui est le cinabre, le pigment très coûteux qui noircit et qui a des problèmes de conservation importants. Et ils sont en train de travailler sur des techniques de conservation de ce pigment. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long, parce que je vois 1h20. Non, je ne vais pas parler 1h20. Non.
Bon. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je fais aussi un petit clin d'œil à l'équipe de bénévoles parce que c'était une fouille qui était une fouille programmée. Et le principe des fouilles programmées, c'est qu'on travaille certes avec des professionnels, mais aussi beaucoup de bénévoles et bénévoles étudiants. Il y a une 50aine de bénévoles qui sont passés donc sur le chantier, aussi bien sur la fouille, donc des étudiants en formation, mais aussi des salariés qui venaient sur leurs vacances ou des retraités qui venaient pour faire le nettoyage du nombreux matériel mis au jour. Et donc, voilà. Donc, merci à vous pour votre attention.